Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je ne m'avoue pas vaincu. Donc vous avez vu, j'ai testé là dans une vidéo que j'ai publiée vendredi la nouvelle IA qui est censée disrupter les créateurs de contenu, l'IA qui s'appelle ChatGPT, quelque chose comme ça. Et à la suite de ma vidéo et du billet que j'ai publié, il y a eu pas mal de réactions de gens qui me disaient en somme, non mais en fait l'IA est très puissante, l'IA comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps. Donc on va réessayer. Alors parmi les réactions qu'il y a eu à ma vidéo, je vous signale cette vidéo, comment savoir lui parler, le chat GPT de OpenAI, créer du contenu avec les bons prompts. Donc voilà, c'est donc une vidéo qui explique, en fait, quand on donne les bonnes instructions, on a de meilleurs résultats. Moi, ce qui me manquait dans cette vidéo et ce qui me manque dans toutes les vidéos jusqu'à présent, c'est une évaluation de la qualité de l'output. C'est ça qui me manque. Parce que, effectivement, moi, on l'a très bien vu quand on lui demande voilà, des conseils génériques ou des choses qui sont voilà, interchangeables, copier-collables, etc. Évidemment, l'IA est capable de nous sortir une espèce de copier-coller de plein de trucs qu'elle a trouvé ailleurs, mais la question c'est est-ce que c'est de la qualité? C'est ça qui m'intéresse. Et donc moi ce que j'ai envie de voir c'est est-ce que c'est effectivement possible que j'utilise cet outil pour publier du contenu qui marche? Alors la dernière fois dans la vidéo que je vous avais publiée, je vous avais montré que j'avais créé un billet basé sur mon expérience, et en fait le billet a pas mal marché. Le billet a fait 17 000 vues et il a fait 111 réactions à ce jour, donc c'est pas mal, c'est-à-dire que le billet que j'ai créé à l'issue de la vidéo a fait plus de vues que la vidéo. Donc on va essayer de faire mieux que ça en utilisant donc cet outil de création de contenu. Mon objectif c'est qu'on voit est-ce que c'est seulement un perroquet, donc quelque chose qui est capable voilà, de nous répéter des trucs copier-coller ailleurs, ou est-ce que c'est vraiment possible de déboucher sur quelque chose qui est publiable, quelque chose qui a une certaine qualité, quelque chose qui peut fonctionner. Donc on va lui donner des instructions plus précises. Donc la première chose c'est que ce chat n'est pas capable de trouver un sujet, donc on peut pas lui demander écris-moi un billet qui marche sur LinkedIn, ça c'est une instruction qui ne fonctionne pas, l'IA se braque quand on demande ça, donc on va lui demander quelque chose de plus précis, rédige-moi un contenu avec 5 conseils tirés de la rhétorique d'Aristote pour faire de meilleurs discours, et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc la première chose que je peux vous dire, c'est que les 5 conseils qu'il donne ne sont absolument pas tirés de la rhétorique d'Aristote. Définissez clairement votre sujet et votre objectif, assurez que votre audience comprenne de quoi vous parlez et pourquoi vous le faites. Ça ressemble voilà, à un truc qu'aurait pu faire une boîte de com. Il y a absolument rien qui ne... Enfin, une mauvaise boîte de com, hein. Il y a absolument rien qui est issu de la rhétorique d'Aristote. Il y a rien sur les passions du public, il y a rien sur l'éthos, il y a rien sur le pathos. Structurez votre discours en utilisant des transitions logiques. Enfin, c'est la même chose, hein. C'est un très haut niveau de généralité. On pourrait se dire, oui, finalement, ça peut ressembler un petit peu... concluez votre discours en résumant les points les plus importants et en invitant votre audience à agir ou à réfléchir davantage sur le sujet. Donc c'est là qu'on voit que ça n'a absolument rien à voir avec la rhétorique d'Aristote. La rhétorique d'Aristote, c'était pas un outil pour faire des PowerPoint dans des salles de réunion. La rhétorique d'Aristote, c'était un outil pour pousser le public à prendre une décision, à savoir un vote. Est-ce qu'on vote que machin est coupable, ou alors est-ce qu'on vote pour ou contre telle mesure? Donc c'est pas des discours pour inviter les gens à réagir, à commenter sur les réseaux sociaux. Donc le truc est complètement out. Par ailleurs, je lui ai demandé de rédiger un contenu et il n'y a rien qui ressemble à un contenu là. Et il n'y a rien qui ressemble à un contenu. C'est comme si le truc avait compris donne-moi des conseils pour rédiger un contenu. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de conclusion. Donc cette IA n'est pas capable d'appliquer ses propres conseils. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer quelque chose de plus précis en lui ajoutant plus d'instructions. Et encore une fois, hein, là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on ajoute des instructions. Donc ça veut dire que le travail cognitif de la rédaction de contenu, c'est moi qui dois la faire et c'est pas lui. Donc c'est... Enfin vraiment, je suis étonné qu'il y ait autant de gens qui aient défendu la qualité de cette IA. En fait, je pense que ça vient du fait que les gens qui défendent la qualité de cette IA sont des gens qui ont été fascinés par la force de cet outil pour créer du code, et donc là ils pouvaient se dire ok dans mon domaine c'est vrai que c'est impressionnant, et donc par effet de halo ils se sont dit ça doit être impressionnant dans les autres domaines, et moi je vous dis ça ce n'est pas impressionnant parce que moi j'ai une compétence dans le domaine de la rédaction de contenu et ça ce n'est pas du tout impressionnant. Donc on va continuer à voir ce que ça a dans le ventre avec des instructions plus précises. Donc regardez ce que j'ai fait, là j'ai ajouté des instructions par rapport à la première version, j'ai demandé à l'IA de commencer par une accroche pour surprendre le public, j'ai demandé de
terminer le contenu par une incitation à commenter, et j'ai demandé à l'IA de s'assurer que les conseils donnés étaient originaux. Et donc ça a eu un effet, parce que vous voyez, là on avait quelque chose qui était quand même assez lapidaire, et là il y a eu un travail pour développer, donc on va voir ce que ça donne. Donc effectivement, il y a eu une accroche. Voici 5 conseils originaux tirés de la rhétorique d'Aristote pour faire de meilleurs discours, mais donc le côté surprendre le public n'a pas été pris en compte. Donc pour l'originalité, on repassera. Choisissez un sujet qui vous passionne et donc vous connaissez bien les enjeux. Votre enthousiasme sur le sujet se communiquera à votre audience et la rendra plus attentive. Donc là, il a un petit peu développé le truc. C'est toujours aussi générique en fait, mais il en a mis une couche de plus. Mettez-vous à la place de votre audience et adaptez votre discours à ses intérêts, à ses préoccupations. Répondez à des questions qu'il se pose peut-être, évoquez des éléments qui les concernent directement. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça ressemble typiquement au genre de choses qu'on aurait dans un cours de premier niveau d'université ou peut-être même de secondaire pour les cours aux États-Unis qu'on appelle le public speaking. Et donc vous avez des cours comme ça de rédaction ou de prise de parole en public. Le web doit être inondé de conseils génériques de ce genre. Et en fait, une fois qu'on a un conseil comme ça, mettez-vous à la place de votre audience et adaptez votre discours à ses intérêts et ses préoccupations. On n'est pas plus avancé, parce que ça, effectivement, cette compétence à faire des sujets qui marchent et capter et maintenir l'attention, c'est à partir de là, c'est quand on se demande mais comment on fait concrètement que commence le travail rhétorique. Alors, utilisez des métaphores et des analogies pour rendre votre discours plus vivant et imagé. Ces figures de style permettent d'illustrer des idées abstraites de manière concrète et facile à comprendre. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment le B à bas. Et en fait, pour moi, la question, c'est pas d'utiliser des métaphores et des analogies. Ce qui est intéressant, c'est de les créer, parce que sinon, le public, ça imprime pas. Si vous utilisez les métaphores des autres, la métaphore a pas d'intérêt. Pour paraphraser je ne sais pas qui, le premier poète qui a comparé l'amour à une fleur était un génie, et le second était un perroquet. Ces figures de style blablabla, faites des pauses, modifiez votre intonation pour rythmer votre discours et retenir l'attention de votre audience. Vous pouvez aussi utiliser des gestes et des expressions du visage pour renforcer votre message. Alors ça, effectivement, ça peut ressembler à des choses qu'on a dans le troisième livre de la rhétorique d'Aristote qui est consacré à la performance, mais bon voilà, quel geste, quelles expressions. Alors, encouragez la participation de votre audience en leur posant des questions, en sollicitant leurs opinions ou en leur proposant des défis, des activités. Cela donnera l'impression d'être impliqué dans votre discours et les rendra plus attentifs. Donc ça, c'est pareil, absolument aucun rapport avec ce qu'on aurait pu trouver dans la rhétorique d'Aristote. C'est pas des mauvais conseils en soi, hein, mais c'est complètement générique. Et ça ne correspond pas à mon instruction. Surprenez votre public avec des conseils originaux tirés de la rhétorique d'Aristote. Incitez-les à commenter pour continuer la discussion. Et donc là, c'est très bizarre ce qu'il a fait. Moi, ce que je lui demandais, c'était de créer quelque chose qui permette de donner envie aux gens qui lisent ce billet de commenter. Il a essayé de faire un bric et de broc, donc ça fait quelque chose qui n'est absolument pas publiable. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous dis que cette IA est un petit peu larguée dans le domaine de la création de contenu? C'est parce que si je voulais, partant de ça, créer quelque chose qui soit publiable, ça me demanderait beaucoup de temps. Et donc c'est beaucoup plus intéressant en termes de ratio efficacité-temps de tout créer moi-même. Parce que si je dois m'amuser à trouver des instructions toujours plus spécifiques pour que le truc arrive à faire quelque chose qui se tient un petit peu, autant tout faire moi-même. Alors je vais faire une dernière chose parce que ça m'a été suggéré dans les réactions à ma vidéo et on va voir si là on va avoir de meilleurs résultats. Ce serait de lui donner en input des contenus que j'ai rédigés et lui dire bah voilà, est-ce que tu peux écrire un billet sur tel sujet. Donc je lui ai redonné ce sujet là et lui demander de s'inspirer de mon style. Et donc comme ça on va voir si on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Est-ce qu'il est capable comme ça d'identifier des patterns dans mon style et de les reproduire dans son contenu. On va voir ce que ça donne. Donc je prépare ça et je vous montre le résultat. Voilà, donc regardez ce que j'ai fait. J'ai rajouté les mêmes instructions de base. J'ai ajouté utilise un style inspiré des 4 contenus ci-dessous. Le public doit penser qu'il s'agit du même auteur. Donc contenu 1, contenu 2, contenu 3, contenu 4. Et donc on va voir si ça change la manière dont il rédige. Voici 5 conseils tirés de la rhétorique d'Aristote pour faire de meilleurs discours. Lorsque vous répondez à des attaques, gardez votre calme et restez poli. Ne vous laissez pas entraîner dans une dispute inutile et gardez en tête que votre audience vous écoute pour vous entendre parler de votre sujet, pas pour vous voir vous disputer avec quelqu'un d'autre. Donc effectivement, ça c'est un style qui pourrait un peu plus ressembler au mien. Par contre, je ne pense pas que je donnerais ce genre de conseils. Utilisez la technique de l'amplification
informations pour renforcer votre argumentation. Cette technique consiste à reprendre l'argumentation de votre adversaire et à le développer de manière à montrer ses faiblesses et ses contradictions. Alors l'amplification, c'est pas ça. L'amplification, c'est une technique qui vient du genre épidictique de la rhétorique, et l'objectif, c'est pas tellement un objectif argumentatif, c'est une technique qui est propre au genre de l'éloge, et donc la manière dont Aristote l'a définie dans sa rhétorique, c'est que vous allez vous efforcer de montrer que les actions de la personne dont vous faites l'éloge sont l'illustration de ses vertus morales. Donc par exemple, vous allez décrire l'action de quelqu'un qui se jette dans l'eau pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Vous allez dire quelque chose du type n'écoutant que son courage et les valeurs d'entraide et de fraternité qui sont les siennes, il sauta dans l'eau, etc. En fait, vous savez pas pourquoi il a sauté dans l'eau, mais l'amplification, ça consiste à décrire quelque chose de factuel en ajoutant cette dimension éthique, et l'objectif, c'est que le public ait envie de se montrer digne de la personne dont on fait l'éloge. Mettez en avant vos qualités d'écoute et de dialogue pour montrer que vous êtes ouvert aux idées des autres et que vous êtes capable de tenir une discussion constructive. Cela renforcera votre crédibilité et votre autorité sur le sujet. Alors moi, ça dépend vraiment du genre de discours dans lequel on est. Il y a un temps pour la discussion, il y a un temps pour le clash, ce sont des genres avec des enjeux très différents, donc c'est pas du tout des conseils qui sont dans mon style, et par ailleurs, c'est des conseils qui n'ont absolument rien à voir avec la rhétorique d'Aristote. Ça ressemble même pas à ce qu'on a dans les topiques d'Aristote, vous voyez, les traités qui sont consacrés non pas à la rhétorique mais à la dialectique, donc c'est vraiment un patchwork de choses qui ont été piochées à droite, à gauche. Faites appel à la logique et aux preuves pour étayer votre discours, présentez des faits et des chiffres pour montrer que vous avez bien compris le sujet et réfléchi à des solutions concrètes. Concluez votre discours en invitant votre audience à poursuivre la discussion et à vous faire part de ses réactions. Cela montrera que vous êtes ouvert au dialogue et que vous êtes prêt à écouter les autres pour améliorer vos idées. Ok, donc je suis toujours pas malheureusement en mesure de publier quelque chose à partir de ça. Ça ressemble à la rédaction laborieuse, au petit travail laborieux qu'on donnerait à un élève de toute première année. Et encore, moi, si je recevais un travail comme ça, je le passerais directement dans le détecteur de plagiat pour voir s'il y a au moins quelque chose d'un petit peu original là-dedans. Donc, je veux bien croire que cette IA soit compétente dans certains domaines, mais pour ce qui est de la création de contenu, ça ne va pas encore. Donc, ce qu'on va faire maintenant une nouvelle fois, c'est que je vais créer un billet sur la base de cette expérience. L'objectif, c'est que ce billet cartonne sur LinkedIn, et je vais vous expliquer les compétences que je mets à l'œuvre dans l'écriture de ce billet. Comme ça, ça va vous permettre de continuer à voir ce que c'est que la spécificité du travail d'un créateur de contenu. Donc si vous êtes créateur de contenu, c'est des choses qui, j'espère, vous aideront à continuer à progresser dans ce domaine. Et si vous n'êtes pas du tout créateur de contenu, j'espère que ça vous permettra de ne pas vous laisser trop influencer par les discours qui pourraient vous faire croire qu'on est face à quelque chose d'extrêmement puissant dans le domaine de la création de contenu. Je pense que si des créateurs de contenu sont inquiétés par cette technologie, ça veut probablement dire qu'ils ont beaucoup de progrès à faire. Voilà, donc je vais me mettre maintenant en mode rédaction, et une fois que c'est fait, je vous retrouve pour vous présenter les choix rhétoriques qu'il y a derrière le contenu. On se retrouve avec le contenu que m'a inspiré cette affaire. C'est un type de contenu que je vous recommande, c'est quelque chose que vous devriez publier assez régulièrement. Donc en quoi ça consiste ? Ça consiste à partir des critiques, des commentaires que vous recevez pour créer un contenu de réaction par rapport à ça. Donc l'idée, c'est que c'est beaucoup plus efficace en termes de stratégie de faire une réponse publique sans forcément nommer personnellement des gens qui ont discuté avec vous, plutôt que de répondre à chaque commentaire. Quand vous répondez à un commentaire sous une vidéo, c'est perdu en fait, si vous voulez, il va y avoir que la personne qui avait fait le commentaire, éventuellement quelques autres qui vont y répondre, alors que quand vous utilisez les commentaires et les critiques que vous recevez pour créer d'autres contenus, eh bien ça permet d'optimiser la création de contenu, si vous voulez. Donc c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Donc je vais vous montrer sur quoi ça repose, comment ça marche. Après on va publier ça pour voir si on a un bon sens de ce qui fonctionne sur LinkedIn. Je vous avoue que je suis un petit peu moins confiant pour celui-là. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, les algorithmes aiment pas beaucoup les séries. Donc le premier contenu que vous publiez sur un sujet, ça marche bien. Et si ensuite vous faites un petit peu une suite à ce contenu, etc., en général, il va être un petit peu moins mis en avant. Je sais pas sur quoi
ça repose, mais c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois à l'œuvre. Donc voilà, en tout cas, j'ai essayé de l'optimiser au maximum. Donc de toute façon, voilà, on va voir si ça a marché. Alors, je viens de comprendre votre problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait ce que j'avais demandé à GPT là, et il n'avait pas réussi à le faire, à savoir faire une petite accroche toute simple qui permet de capter l'attention. Et ça, franchement, ça devrait être capable de faire ça. Vu que la plupart des contenus sur Internet commencent par des techniques qui visent à essayer de capter l'attention, pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore extrait le pattern qui lui permettrait de faire ça? Donc, on capte l'attention, je viens de comprendre votre problème. Ensuite, on passe avec un petit peu de contexte. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo qui montrait clairement les limites de l'intelligence artificielle ChatGPT pour la création de contenu. J'ai reçu une grande quantité de réactions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Vous voyez, on a raconté ce qui s'est passé, et on l'a fait, si vous voulez, d'une manière un petit peu taquine. J'ai publié une vidéo qui montrait clairement les limites de l'intelligence artificielle. Donc là, évidemment, quelqu'un qui voudrait défendre que cette intelligence artificielle est en fait extrêmement puissante, se dirait « mais non, t'as rien montré du tout », etc. Donc l'objectif de ce genre de contenu, c'est évidemment d'alimenter la polémique. Comme ça, vous créez une boucle de gens qui vous répondent, auxquels vous répondez, etc. Vous connaissez ça. Là-dessus, je vous conseille vivement d'aller voir le film qui s'appelle Les Illusions perdues, sorti en 2021. Donc c'est un film qui a été adapté assez librement, mais il y a quand même des choses, vous allez être en terrain connu, du roman de Balzac, l'histoire donc d'un jeune homme de province qui part à Paris dans le but de percer en tant qu'auteur, qu'en tant que poète, et il se retrouve finalement à faire non pas ce qu'il rêvait de faire, mais à faire ce qu'il marche en entrant dans le monde des petits magazines qui essaient de créer et de surfer sur des polémiques. Je sais que la morale que voulait tirer ce film, c'était que tout ça c'est très mal, etc. Mais je trouve que c'est super excitant, ce monde des petites gazettes, etc. Moi, ça m'a plus motivé qu'autre chose, mais voilà, bref. Allez voir ça. Donc ici, on met le contexte, ensuite on instaure la tension. J'ai reçu une grande quantité de réactions. Tintintin. Alors, j'étais, disait-on, complètement passé à côté de la puissance de cet outil. Je ferais mieux, disait-on encore, d'apprendre à parler correctement à l'IA avant de publier sur le sujet. Donc là, à la limite, on peut dire que je suis assez honnête dans la restitution des critiques, j'ai pas fait d'homme de paille, c'est effectivement des critiques qui m'ont été formulées. J'ai donc réessayé. Et donc là, on rentre un petit peu en mode narratif, j'ai testé pour vous, c'est des choses qui marchent, avec des instructions plus précises, en m'inspirant des conseils qui m'avaient été donnés. Le résultat fut encore plus naze que la première fois. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On en remet une couche. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. J'ai bien pris connaissance de vos critiques, j'ai essayé, et ça a été encore pire, les mecs. Donc vous voyez le petit ton taquin. Alors bon, j'avoue, j'exagère. J'ai réussi à faire pondre à l'IA un petit billet avec des conseils pour écrire de meilleurs discours. Le genre de billet que je passerais immédiatement au détecteur de plagiat si un étudiant de première année me le rendait. Le genre de billet qu'il vaut mieux jeter à la poubelle, car on perd moins de temps en repartant de zéro qu'en essayant de l'améliorer. Bon, j'avoue, je me suis un petit peu marré en faisant ça, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit effet de feinte comme ça. Bon, j'avoue, je vais aller dans votre sens, et en fait, j'en remets une couche supplémentaire, donc vous voyez, c'est vraiment un billet dont le but est un petit peu d'entretenir la polémique. Et c'est là que j'ai compris. La plupart de ceux qui avaient été surpris de la puissance de cette IA étaient des développeurs. J'imagine que quand on a une expérience du temps que ça prend de coder correctement, on peut tomber de sa chaise face à une machine qui le fait sans délai et sans effort. Mais dites-vous bien que dans la perspective d'un littéraire qui sait ce qu'est un bon texte, les capacités inventives, rédactionnelles, scénaristiques et stylistiques de cet engin sont risibles. Voilà, et donc là, on met des petits taquet. Alors, donc vous voyez ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est, enfin ce que je suis en train de faire, je suis en train de jouer un petit peu sur le côté camp contre camp. Donc c'est quelque chose, voilà, il faut le faire de temps en temps, faut pas abuser. Mais évidemment, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de sortir le vieux serpent de mer, les littéraires contre les scientifiques, vous voyez. Alors évidemment, je sais bien que quelqu'un qui a le niveau intellectuel pour coder, qui a le niveau intellectuel pour être capable de traduire une idée de programme en des instructions qui permettraient de le concrétiser, bah évidemment il faut avoir une intelligence qui est très affûtée, et avec ce genre d'intelligence on est également capable de comprendre ce qu'il y a de beau dans un texte bien construit, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouvais que c'était marrant en l'occurrence de pouvoir surfer sur cette petite ficelle, de relancer le grand conflit littéraire contre les scientifiques. Je trouve que ça s'y prête assez bien, et je trouve que cette tension est saine, parce qu'effectivement, bah voilà, il y a
des moments, des conflits où il faut se demander, finalement, est-ce que c'est pas une perte de temps d'apprendre les humanités? Il y a des questions politiques derrière ça, évidemment, parce que ça revient régulièrement. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre, est-ce qu'on a besoin de lire La Princesse de Clèves? Est-ce qu'on ferait pas mieux d'apprendre les mathématiques beaucoup plus, etc. Voilà, peut-être que dans la comédie humaine, ou peut-être que dans des grands romans, on peut toucher à ce qu'il y a de spécifiquement humain, des choses qui peut-être seront beaucoup plus difficilement disruptables par des machines. Voilà, donc ça je vous ai fait mon petit topo, mais vous voyez où je veux en venir. Mais évidemment, je sais qu'une intelligence capable de coder est capable d'être sensible à ce qu'il y a de beau dans les belles œuvres de l'esprit humain. Maintenant, si on dézoome un peu, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Nous sortons de 50 années au cours desquelles on nous a expliqué que les disciplines littéraires étaient obsolètes. Et donc là, qu'est-ce que je fais? J'essaie de galvaniser le public. Donc mon public qui est évidemment, je dirais, à 70% composé de gens qui vont avoir plutôt une sensibilité littéraire, même s'ils ne l'assument pas, et ça c'est un petit peu le drame, c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont dans le copywriting, comme on dit, qui sont dans la vente, etc., et qui se prennent pour des mecs de terrain, etc., des gens qui n'ont pas le temps de lire de la littérature, il faut être to the point, bim bim, bullet point, culture corporate de mes deux, mais dans les mecs, le top du top quand notre travail c'est d'écrire des textes, même de faire des pages de vente, c'est la grande littérature, c'est là qu'il faut aller chercher vos inspirations, c'est pas chez Steve Jobs ou je sais pas quel tech de service là, non, vos inspirations ce sont les grands auteurs. Nous sortons de 50 années au cours desquelles on nous a expliqué que les disciplines littéraires étaient obsolètes, que c'était pour les fragiles et les paumés que seule comptait la puissance de calcul. Aujourd'hui, je peux vous dire sans hésiter ce que valent vos machines ridicules lorsqu'elles s'essaient aux humanités, c'est le zéro pointé. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a terminé par un petit texte avec des effets de parallélisme, de répétition, avec un petit jeu sur les sonorités. Donc c'était une péroraison dont le but est de galvaniser le public et puis d'illustrer un petit peu. Je vous dis pas que c'est de la grande littérature ce que j'ai fait, mais c'est un petit peu d'illustrer. Voilà, on a la capacité, quand on maîtrise un petit peu l'outil littéraire, de faire des choses qui ont un petit peu d'allure. Et je pense que les machines en sont encore très loin. Alors, je vais maintenant publier ça, vous voyez un petit peu ce que j'ai essayé de faire. J'ai fait un billet donc de la catégorie « Je réponds aux critiques ». Je l'ai fait en essayant d'amplifier le désaccord pour pouvoir ensuite galvaniser un des camps. Bon voilà, c'est quelque chose, on peut le faire de temps en temps, il ne faut pas faire que ça, mais de temps en temps, si vous voulez, la controverse, ça peut avoir l'intérêt de stimuler la réflexion, et je pense que même si on est team, science, tech, etc., on peut lire ce billet en passant un bon moment, en rigolant et en étant stimulé intellectuellement et en ayant envie d'y répondre. C'est ce que j'espère. Voilà, on va publier ça. Avant, je voudrais ajouter un petit truc parce qu'une illustration m'est venue en cours de rédaction. Je pense que je vais me faire des potes avec ça. Tchoum, tchoum. Bim, voilà, on va mettre une petite ombre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et maintenant, on va aller publier ça sur LinkedIn et à la fin de la journée, on fera le point pour voir si ça a fonctionné. Et bien voilà, on se retrouve en fin de journée, juste avant d'aller chercher les enfants à l'école. Mais oui, vous voyez, nous sommes des parents actifs. Alors, on va regarder ce que ce billet a donné. Gling, je mets avec vous dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous a fait cette histoire? Et l'image me fait marrer, et c'est pas ouf. Ah, je suis un peu déçu. Je vous avoue, je suis un peu déçu, donc on a fait 3200 vues, on a fait quelque chose comme, voilà, 39 réactions. Ouais, je m'attendais à plus, je vous avoue, je m'attendais à un petit peu plus. Par contre, 20 commentaires, donc ça veut dire que ça a un petit peu, alimenté la polémique, donc je regarderai s'il y a des choses qui sont, intéressantes là-dedans pour continuer à réfléchir sur le sujet. Donc voilà, c'est un billet honnête par rapport à mes scores habituels, c'est dans la moyenne. J'aurais espéré un petit peu mieux et je trouve que mon image est drôle. Enfin voilà, en fait c'est le même qui est drôle, mais voilà, philo, lettres, coach, je trouvais ça un peu marrant. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette illustration. Est-ce que ce billet ne méritait pas un petit peu mieux, les amis, hein? Dites-moi. Alors, juste, je voulais tirer quelques leçons de cette histoire, parce qu'il y a une leçon qui m'intéresse beaucoup, donc évidemment, je vais continuer à faire ça avec vous de temps en temps, parce que j'ai envie de redevenir un petit peu plus efficace sur LinkedIn, et en plus, j'aime bien ce genre de controverse intellectuelle, ça me change des controverses politiques à deux balles, donc ce genre de sujet m'intéresse, et il y a une dimension de tout ça qui m'intéresse intellectuellement, et je voudrais terminer là-dessus. En fait, ce qui m'intéresse dans cette
d'histoire où l'intelligence artificielle arrive dans les disciplines qui étaient jusqu'alors réservées aux humanités, c'est autour de la question de l'artisanat. Vous voyez, l'artisanat, c'est un sujet, il y a une très longue histoire derrière ça. Je vous invite d'ailleurs là-dessus, il y a un livre qui est très bon d'un sociologue qui s'appelle Richard Sennett, qui s'appelle « Ce que c'est la main ». En anglais, ça s'appelle « Craftsman », je crois, et en français, ça s'appelle « Ce que c'est la main ». Et donc, c'est justement sur cette question de « Est-ce qu'il y a des instructions qui ne peuvent pas être traduites en langage mathématique ?» Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc, il part, si vous voulez, de moments où on a essayé, par exemple, de rationaliser le système de santé en Angleterre, où on se disait « Mais vous devez être capable de rentrer toutes vos tâches dans des ordinateurs pour qu'ils puissent être capables d'évaluer votre efficacité. » Et les gens se rendaient compte que non, leur expérience est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut traduire, si vous voulez, en langage numérique. Et donc, ils se retrouvaient à ne pas être capables de se faire évaluer pour le travail qu'ils faisaient effectivement, parce que toute une partie de leur travail échappait à ce qui est quantifiable, mesurable. Et donc, si vous voulez, il y a ce vieux combat entre, d'une part, ce serait bien qu'on soit capable de, si vous voulez, d'extraire des principes généraux de la plupart des disciplines, comme ça on peut mieux les améliorer, les évaluer, les superviser, si vous voulez, et d'un autre côté, ceux qui sont sur le terrain savent que le travail qu'ils font ne peut pas être réduit finalement à des 1 et des 0. Mais évidemment, on peut toujours discuter de ça, parce que peut-être que notre attachement à notre discipline fait qu'on a une subjectivité, qu'on se fait des montagnes de choses qui pourraient être finalement réduites à des instructions qui peuvent être exécutées par des programmes. Peut-être qu'on va arriver un jour à des textes qui sont de qualité et qui sont créatifs, qui sont tout à fait originaux et qui sont produits par de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, je trouve qu'à ce stade, c'est très intéressant parce que ça montre qu'on est encore capable de faire des textes qui ont beaucoup plus de tenue, qui sont beaucoup plus intelligents, qui sont beaucoup plus intéressants pour le public que ce que peut faire une IA. Et vous voyez bien la difficulté que j'ai à vous dire, regardez, j'ai fait comme ça parce que je voulais faire ça, j'ai fait comme ça parce que je voulais faire ça, etc. Il y a certains grands principes que je suis capable de dégager, mais si vous voulez devenir meilleur dans la capacité à créer du contenu, vous n'allez pas pouvoir simplement suivre des instructions, vous allez devoir vous exercer, puis après vous allez peut-être prendre des leçons auprès de quelqu'un qui va vous surveiller, qui va vous dire « Tiens, tu devrais faire plutôt comme ça ou plutôt comme ça ». Et des fois, c'est difficile d'extraire des règles de portée générale. Toutes les fois que tu es dans la situation X, tu dois faire Y. Non, il y a des choses qui relèvent plus d'un feeling, il y a des choses qui relèvent plus d'une habitude et qui relèvent plus d'une expérience. Et ça, c'est très difficile d'en tirer des principes qui permettraient de produire de façon mécanique. Donc c'est un débat qui est très intéressant et je trouve que à mesure que l'intelligence artificielle empiète sur le terrain qui était réservé au littéraire, ça va permettre peut-être de mieux réfléchir à ce qui fait notre spécificité. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des commentaires qui me disaient « Oui, mais tu défends ta boutique parce que si un jour l'intelligence artificielle arrive à faire des textes, tu vas être au chômage, etc. » Alors la première chose, c'est que moi j'attends que ça, si vous voulez. J'attends que ça, que l'intelligence artificielle soit capable de me défier sur mon terrain, d'une part parce que ça va me permettre de me dépasser, mais d'autre part, de façon beaucoup plus, si vous voulez, concrète, j'investis dans beaucoup de ces entreprises. Donc si vous voulez, plus ces entreprises se développent, plus je gagne d'argent. Et très tôt dans mon parcours, je me suis dit, ok, t'as une discipline qui est littéraire, une discipline qui potentiellement peut être obsolète, et j'ai décidé de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai décidé de commencer à investir pour pouvoir participer à d'autres aventures entrepreneuriales que la mienne. Si bien que si ma discipline devient obsolète, je pourrais bénéficier de ces investissements, et je ferai ça non plus pour gagner de l'argent, et je ferai ça pour prendre du plaisir, parce que je continuerai à faire ça, parce que je trouve ça très agréable. Surtout le côté finance, investissement, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers ma 3e chaîne, qui est une chaîne d'investissement, et quel que soit votre domaine, ça vaut la peine de comprendre l'investissement comme ça. Je considère que l'investissement, c'est quelque chose qui vous permet de participer à d'autres aventures entrepreneuriales que la vôtre, et donc de ne pas mettre vos œufs sur le même panier. Et voilà, moi, ça m'embête pas de faire all-in sur la littérature, de faire all-in sur la rhétorique, parce que je sais que au pire, si ça devient obsolète, j'ai d'autres cordes auxquelles me rattacher. Mais en attendant, je compte bien pousser ma discipline juste au maximum, devenir toujours meilleur, et honnêtement, je pense que j'ai de la marge, et moi, je les attends. J'attends les intelligences artificielles, je suis prêt pour le battle. Venez, la résistance est en marche, nous sommes là, et encore pour longtemps. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.